nous rentrons dans ce quartier qui s'appelle Potopoto 2 de la commune de Bimbo. La route qui est derrière moi, c'est la route qui part de Bangui jusqu'à la frontière du Cameroun. Nous sommes ici à ce qu'on appelle point kilométrique 10, c'est-à-dire à 10 km de la ville de Bangui. Pourquoi sommes-nous venus ici? Vous vous souvenez que nous vous avons toujours dit que la tribune de l'histoire, c'est l'histoire du Cameroun et l'histoire de l'Afrique. Alors, puisque c'est l'histoire de l'Afrique, il était normal qu'on vienne aussi en Centrafrique pour essayer de retrouver ceux qui ont fait l'histoire de ce pays. Nous sommes donc venus ici retrouver un monsieur qui s'appelle Michel Adama Tambo. Michel Adama Tambo est, comme on dirait, le dernier des Mohicans. Il est le dernier des compagnons de Barthélemy Boganda, avec qui il était depuis 1956. Il fallait donc que nous venions le trouver afin qu'il nous dise ce qui s'est passé sur la mort du premier président centrafricain et surtout qu'il nous parle depuis leur début jusqu'à l'arrivée de ce dernier au pouvoir. Vous voyez que nous n'avons pas eu tort et vous comprendrez que nous n'avons pas eu tort. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la tribune de l'histoire. De cette période. Vous savez, dans le cadre de notre émission, la tribune de l'histoire, nous voulons essayer de reconstituer un peu l'histoire du Cameroun, de l'Afrique en général, parce que nous savons que le jour, Ampateba disait, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, tant qu'on a la chance encore de vous avoir, comme je dis, vous êtes le seul aujourd'hui qui reste de cette épopée-là. C'est pour ça que je suis venu. Et je vais donc vous demander qu'on parle un peu de vous, de cette période jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous êtes né en quelle année? Eh bien, merci. Je commence d'abord par vous adresser mes sincères remerciements et d'avoir, comment dirais-je, l'idée de venir me faire cette visite. Donc, je suis né le 28 décembre, non, le 3 décembre 1928 à Zemio, dans le Haut-Mbomou, à l'est du pays, vers la frontière avec le Soudan. Mon père servait dans la garde territoriale après l'armée française, parce que mon père s'était battu en France dans la Première Guerre mondiale et démobilisé en 1919. Qu'est-ce que je dis? En 1919, oui, il rentre dans la garde territoriale et est affecté dans le Haut-Mbomou pour combattre les derniers raseurs du chef de guerre Rabat afin de libérer le Haut-Toubangu. Léomba arrive à Bambari, affecté à Bambari. Il était commis expéditionnaire. C'était le plus haut grade de l'administration française à l'époque. Ça s'appelait département à cette époque-là. Et c'est là qu'il avait choisi de retourner chez mon père. Et après, il vient à Bangui. Il a regagné sa maison de fonction. Il a dit à mon père, je n'ai rien à t'offrir, mais laisse-moi te prendre ton fils. Je vais m'occuper de lui. Comme ça qu'il vous prend? Il me prend à la maison. Et il demande à ma mère et à mon père, trouve-moi 2 jeunes filles pour venir faire le ménage et s'occuper de nous. Mon fils, il me traitait comme son fils, exactement. Et alors, mon père lui avait amené 2 jeunes filles de la famille de Mbadela. Et ces jeunes filles devaient devenir, je résume, hein, c'est pas la peine de rester dans le détail, sinon je serais très long. Et alors, ces jeunes filles, 19 ans, 15 ans plus tard, il est resté plus de 20 ans à Paris. Alors, étaient devenues les épouses de Léomba. Pauline? Non, oui, attendez. Il ne voulait pas les laisser à Bambari. Figurez-vous, il les a élevés, éduqués pendant plus de 15 ans chez lui à Bambari. Et sa femme gabonaise était arrivée de Libreville et n'a jamais fait d'enfant avec Léomba. Et alors, en partant, peu de temps avant comment dirais-je, la période
de la loi cadre, je crois, avant la loi cadre. C'est là que Yomba était rentré au Gabon. Et en partant, il les avait amenés. Ils avaient, avec l'autorisation de son épouse gabonaise, comme ses épouses. La première, qui s'appelle Ingoubi, lui a fait 8 enfants. Et la seconde, qui s'appelle Passera, lui a fait 9 enfants. Et Yomba avait eu 17 enfants. Dont Jean Ba, l'ambassadeur Jean Ba, vous devez le connaître. Voilà. Et on est de ces femmes-là. Et la suite, c'est les liens d'amitié entre Yomba et mon père, ma mère et tout. Reconnaissance. Il était venu pendant sa dernière visite en République centrafricaine. Il était venu ici et il a passé la nuit dans cette paillote que vous voyez là-bas. Là. La paillote que vous voyez là. Oui. Et cette maison était... c'est Yomba qui a acheté la concession avec la maison. Vous voyez? Et alors il a passé la nuit là-dedans. Et avant sa mort, il avait ouvert un compte à ma mère à Paris. Le compte existe. À Bakala, sous-préfecture de Bakala, c'est l'une des sous-préfectures de la Ouaka. Nous sommes en quelle année? Et nous sommes en 1936. Parce que, vous savez, autrefois, on recrutait les élèves pas avant 8 ans. Oui, je sais. Donc en 1936, vous avez 8 ans, vous allez donc à l'école à Bakala. Bakala, où j'avais eu la chance de connaître Abel Goumba, qui lui vivait chez sa tante paternelle, qui s'était occupé de son éducation. Goumba était au CP2 quand moi j'étais au CP1 à Bakala. Très bien. Et vous continuez en 46? En 46. Non, de 36, 37, mon père fut affecté à Bambari, au chef-lieu de la préfecture. Et on se retrouve tous ensemble à Bambari, à l'école régionale de Bambari. Avec Goumba? Avec Goumba. Et de là, lui, après, parce qu'il était une promotion avant moi, lui, il était admis au concours d'entrée en 6e et il était allé à Bangui. Un an plus tard, ils reviennent lorsque la France avait décidé de créer des écoles primaires supérieures. Non, des écoles primaires supérieures. Il y en avait une à Yaoundé. À Yaoundé. Au Cameroun, c'était à Yaoundé. En Oubangui-Chari, c'était à Bambari. Au Gabon, c'était à Libreville. Et au Tchad, c'était à Fort-Lamy. Non, à Bongor. À Bongor. Et un an plus tard, c'est-à-dire en 1943, j'étais admis, premier de l'Oubangui-Chari, concours d'entrée en 6e à Bambari, à l'école primaire supérieure de Bambari. On appelait EPS à l'époque. Eh bien, c'était l'extension de la toute première école primaire supérieure qui était créée par le gouverneur Édouard Renard à Brazzaville en 1936. Alors, de Bambari, vous voyez, Goumba, lui, il était envoyé avec un autre à l'école de médecine de Dakar. Alors, maintenant, vous, de Bambari, qu'est-ce que vous devez? De Bambari, 3 ans, école primaire supérieure de Bambari. Et par voie de concours également, j'étais admis à l'école des cadres supérieurs de Brazzaville. Vous savez, le but du gouvernement français, c'était de former des cadres pour assurer la relève. Comme ça qu'ils avaient vu ça. Alors, et vous allez à Brazzaville? De Brazzaville, Brazzaville, c'était en 1946. Brazzaville, c'était en 1946. Et ensuite, l'école normale de Mouyonzi, oui, qui venait d'être ouverte pour les enseignants, ceux qui s'étaient destinés à l'enseignement. Qui existe toujours. Voilà. Il y avait Mouyonzi et Dolizy. Voilà. Et voilà donc, le Mouyonzi, comme j'étais le major de ma promotion, avec quelqu'un d'autre, on était, je crois, moi j'étais
au titre de Loubanguichari. Quoi qu'à l'école normale de Mouyonzi, au titre de Loubanguichari, on nous avait envoyé à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. La section enseignement de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Vous êtes allé donc à l'école normale supérieure de Saint-Cloud en quelle année? Section enseignement. Section enseignement, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1947-48 et bien de là, il fallait... Oui, il faisait vite, il fallait former des cadres. Alors, donc vous allez à Saint-Cloud en 1947? 47-48, tout ça, et on sort de là comme inspecteur de l'enseignement. Une fois rentré au pays, évidemment, on se met... Et mon premier poste, c'était au Bala. Au Bala, au Cameroun? Oui, 47 km là. Quand vous sortez de l'école supérieure de Saint-Cloud? C'est ça, on va faire à Obala. Au Bala. Donc vous avez une longue histoire avec le Cameroun? Voilà. On faisait pas du cadre commun supérieur. À Obala, vous vous êtes fait des amis? Oh, on a eu des amis. J'étais très jeune à l'époque. Et comment dirais-je, j'étais de la même... Il y avait... Pet Ngaïno était de ma promotion. Pet Ngaïno. Il était sorti de Saint-Cloud aussi avec vous? Oui. Je ne sais pas, je cherche à reprendre les contacts avec lui, mais je ne réussis pas. J'espère que sa famille, qui en regardant cette émission, prendra contact avec Canal 2 et que comme ça nous vous retrouverons son adresse. Ngaïno, on a fait Mouyonzi ensemble d'abord et ensuite on s'est retrouvés à Saint-Cloud. Et un peu, je crois 2 ans avant cela, à l'école des cadres communs supérieurs de Brazzaville, on était avec un autre qui s'appelait Owanam Barga. Owanam Barga. Voilà. Oui. Je me souviens que c'était l'élève le plus âgé de notre promotion. Ah bon? Oui, Owanam Barga, Brazzaville ça. Barga, Brazzaville. Alors maintenant, nous sommes donc en 47, vous arrivez, donc 48, vous arrivez au Cameroun. Là. Voilà, tout ça, et ensuite j'avais été assuré l'intérim de M. Anso, qui était directeur de l'école primaire supérieure du Tchad à Bongor. Il était gravement malade et évacué à Paris. J'avais assuré son intérim, je crois, pour 1 an. Et ensuite, j'avais servi un court instant au collège Félix Eboué de Fort-Lamy. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas, les écoles normales autrefois formaient des instituteurs. Oui, je vois. Pas des instituteurs adjoints. Et on ne parlait pas de professeurs. Hein. Non, il n'y a pas d'adjoints, non, non. C'était des instituteurs. On parlait peu de professeurs. Hein, ça existait presque pas en Afrique. On parlait très peu de professeurs et les instituteurs, ils étaient tout. Hein. Mais bon, en 1957, donc, dans le cadre de, comment dirais la loi cadre. La loi cadre arrive à quand d'abord? Je vous dis, il a été installé, la loi a été votée le 26 juin 1956 par la France. Le gouvernement, à l'Assemblée nationale. Voilà, à l'Assemblée nationale, le gouvernement Gaston Defferre. Et de là, l'application directe, c'était l'élection des maires dans chaque territoire. Boganda, lui, était élu ici le premier maire au Banguin en novembre 56. En novembre 56, Barthélemy Boganda est élu premier maire de Bangui. Banguin, maire de Bangui. Ouais. Et le 31 mars 57, les élections législatives, ouais. Alors gagnées par le Messan de Bonga. Le Messan, c'est Mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Et c'était le Messan RDA? Non, pas du tout. Vous n'étiez pas au RDA? Diamétralement opposé. Diamétralement opposé. Ah oui, c'était les Youlou, les Chikaya. Oui, ici il n'y avait que le Messan. Et le Messan était installé au Tchad, au Moyen-Congo, c'est-à-dire à Brazzaville, voire au Gabon, surtout au Tchad et dans le nord de Brazzaville. Et il y avait même des présidents du Messan d'origine congolaise qui venaient aux conférences à Bangui ici. Le Messan, donc, c'était ce parti qui était répandu. Donc en 57, le Messan gagne les élections. J'étais élu député, conseiller territorial. En 1957. Sur la même liste avec Boganda, Dako, tout ça. Alors élu député donc, et conseiller. Oui, on appelait conseiller territorial. Voilà. En 1957, dans la liste du Messan. La liste Messan. Et voilà, et en 58, la proclamation, le 28 septembre 58, c'était le référendum. Le référendum. Ouais, pour, comment dirais-je, confirmer
complètement la position de chaque territoire au sein de la communauté française du général de Gaulle. Alors lorsque Boganda avait posé la question suivante au général de Gaulle, c'est bien beau, nous sommes tous dans la communauté française, mais pour sortir de la communauté française, pour quelqu'un, pour des motifs tout à fait spécifiques à chaque territoire, il n'y a pas de disposition dans cette loi de la communauté française pour permettre à un territoire de partir de la communauté française. De Gaulle, la réponse tardait à venir. Boganda se dit, mais dans ces conditions, nous allons faire comme la Guinée. Tous les bulletins étaient imprimés non. On devait dire non au référendum à la communauté française. Immédiatement, le général de Gaulle a provoqué un déplacement à Brazzaville et il était arrivé à Brazzaville le 24 août 1958. Je faisais partie de la délégation dirigée par Boganda pour être... Qui est allé le rencontrer à Brazzaville? Le 24 août 58. Nous, on était à l'école militaire à l'époque. Ah, vous êtes... Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Ah, vous étiez... Quand de Gaulle est arrivé, oui, on était à l'école militaire Général Leclerc, avec les Yagao, les Mandaba Jean-Claude, tous les illustres centrafricains, Banza, qui sont des anciens, Banza, Guipi, tout ce monde. Ah, félicitations. Et c'est à cette époque, ce jour-là, Boganda devait... Le stade Félix Eboué. Eboué, à côté de la basilique Sainte-Anne, là, Félix Eboué. Et Boganda l'avait reçu comme président du Grand Conseil de l'AEF. Le Grand Conseil, c'était un parlement fédéral. Chaque territoire, il y avait 5 représentants, 5 conseillers territoriaux. L'AEF, à l'époque, c'est-à-dire le Moyen-Congo, le Gabon, le Tchad et l'Ubangi-Chiari. Le Cameroun avec un statut particulier d'abord, voilà, sous le mandat d'abord de la France, et ensuite il y avait un haut commissaire qui était affecté là. Si je ne me trompe pas, il devait s'appeler Ninine. Gilles Ninine à l'époque. Voilà, grand, un Martiniquais, je crois, un Antillais comme ça. Il a encore d'ailleurs son fils au Cameroun qui est avocat et tout. Oui. Voilà. Et ensuite, le Cameroun devait faire partie de l'AIF, AIF Cameroun, etc. Je crois à cette époque-là, après la loi cadre, à partir de 57, si je ne me trompe pas. Non, à partir de 57, le Cameroun devenait un État autonome. Oui, c'est vrai. Un État autonome parce que les États devenaient tous autonomes ensemble. Autonome à partir après la loi cadre. Nous, on avait un premier ministre, et ici, il y avait eu un président du conseil. Un président du conseil de gouvernement, et le vice-président du conseil de gouvernement était le président du parti majoritaire dans le pays. Absolument. En ce moment-là, Boganda, qui devait être vice-président du conseil de gouvernement, auprès du gouverneur, chef du territoire, qui en était le président. Boganda s'est désisté. Il a répondu que il ne peut pas faire partie d'un gouvernement à 2 têtes, un gouvernement bicéphale. Alors il s'était rétracté. Son rôle de président. Mon général, parlez sans ambiguïté. Nous vous répondrons de même le 28 septembre 1958. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. C'était un avertissement. De Gaulle a compris la gravité de la situation. Il devait savoir qu'à Bangui, tous les bulletins étaient déjà imprimés non. L'Ubangi-Chari, la Guinée, l'Ubangi-Chari devait dire non au référendum du 28 septembre 1958 pour prendre l'indépendance immédiatement dès le 29 septembre comme la Guinée. Alors lorsque le général de Gaulle a rétorqué à Boganda, nous acceptons toutes ces propositions, Monsieur le Président. Vous prendrez l'indépendance à vos risques et périls. Et je vais confirmer par des textes légaux tout ce que je viens de dire dès mon retour à Paris. Alors, c'était des applaudissements nourris au stade Eboué. Alors, le soir même, nous avons pris notre avion
pour entrer à Bangui. À Bangui, on n'avait plus le temps de refaire des bulletins de vote. Je vous assure, 24 août au 28 septembre, c'était pas beaucoup. Hein. On a remis tous les bulletins de vote dans les écoles de Lombe-Lampogo et les élèves devaient barrer le nom Pour mettre au verso. Oui. Voilà, oui. Voilà comment nous avons contourné la difficulté. Avec De Gaulle. Avec De Gaulle, il ne fallait pas badiner. Hein. Alors voilà comment nous avons fait. Nous avons accepté d'entrer dans la communauté française. Mais en Afrique occidentale française, un seul pays, un seul territoire n'a jamais fait partie de la communauté française. C'est la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Mais il a voté oui quand même. Il a voté oui au référendum, mais il n'est pas rentré. Ça, c'est les ambiguïtés d'Houphouët-Boigny. Houphouët, lui, c'était... Et voilà, donc, en 57, c'est ça, 58, oui. C'était la création de la République. Ici, Boganda avait proclamé la République le 1er décembre 58. Et à partir de cette époque, le drapeau français et le drapeau centrafricain flottaient ensemble. Et il change aussi l'Ubangi Chari. L'Ubangi Chari en République centrafricaine. Pourquoi République centrafricaine? Parce que Boganda avait toujours milité pour que l'indépendance en question se prenne dans un grand ensemble. Par tous les pays de la région, de langue et de culture latine, c'est-à-dire tous les pays de l'ex-AEF, le Cameroun, la Guinée, le Congo démocratique, le Rwanda, le Burundi, tout ça, l'Angola aussi, tous ces pays lusophones, espagnols, d'expression, alors comprennent l'indépendance ensemble, dans un grand ensemble, pour être forts, non seulement politiquement, mais surtout économiquement et la suite. C'est pour ça qu'il met le nom République centrafricaine en attendant que les autres adhèrent. Et il avait dépêché une mission express auprès de tous les pays de la région, tous les pays dont je venais de parler. J'ai fait partie de cette mission également, pour aller convaincre les gens qu'on prenne l'indépendance. Vous vous rendez compte, 2 pays seulement avaient esquissé le oui. C'était Tombalbaye et Léomba avaient esquissé le oui. Et tout a coupé très court. Sur quel genre d'intervention, on ne sait pas. Voilà comment la proposition de Boganda a capoté. J'ai rencontré Seydou Badian Kouyaté. Il a dit quand le RDA se réunissait à Dakar pour donc parler de ce grand ensemble, Léomba disait la loi cadre, toute la loi cadre et rien que la loi cadre. Mais il ne bougeait jamais. Ça, c'est Seydou Badian Kouyaté, qui était ministre de Modibo Keïta, qui était donc dans ces négociations au moment où Modibo Keïta voulait donc qu'on fasse ce grand ensemble aussi, et que Houphouët torpillait un peu Senghor. Oui, Senghor, c'était visible en partant du Sénégal un peu plus tard. Et voilà comment Boganda a déclaré ceci. Étant donné que la proposition a été mise de côté, mais n'a pas échoué, nous allons garder l'expression pour notre pays. Une sorte de germe qui pourra faire du chemin à l'avenir. C'est comme Modibo Keïta gardait la devise du Mali, un peuple, une foi, un but, qu'il voulait pour la fédération du Mali. Et comme ça a échoué, Seydou Badian Kouyaté nous a dit qu'il a dit on garde ça, et les Sénégalais aussi ont ça. D'aucuns voulaient également que le pays, à l'indépendance, porte le nom de République oubangienne. Nous nous sommes dit non. Tous les habitants de l'Ubangi Chari ne sont pas des Oubangiens. Les Oubangiens, au sens large, eh bien ce sont les habitants du bord du fleuve Ubangi. Ce sont ceux-là qu'on appelle les Oubangiens. Mais
ceux-là qui sont au-dessus du 10e parallèle ou du 20e parallèle, qui sont en Oubangui-Chari, sont des Soudanais. Oui. L'histoire le dit bien. Au-dessus, ce sont au-dessus du 15e, 20e parallèle, sont des Soudanais. Mais vers l'équateur et en descendant, tout le long de l'Oubangui, ceux qui habitent les bords de l'Oubangui, eh bien, ce sont là les Oubanguins. Or, la République, l'indépendance, c'est pour tout, d'origine soudanaise, comme d'origine bantou, comme d'origine... Tout ça, c'est des Centrafricains. C'est comme ça qu'on a maintenu ça. On a maintenu ça en attendant qu'un jour, les autres y adhèrent et qu'on puisse repenser la mise en place de ce grand ensemble. Bokassa était, Boganda était visionnaire. Un visionnaire. Eh oui. Et oui, il avait dit ça et voilà ce qu'il avait. Et il faut préciser pour nos téléspectateurs qu'il avait été prêtre d'abord. Boganda, le premier prêtre oubanguien qui avait été ordonné en mars 1938. C'est Barthélemy Boganda. Barthélemy Boganda, le tout premier prêtre de ce pays. Et était de la trempe de ce prêtre, le monseigneur de Yaoundé à l'époque. Le prêtre Zoua. Zoua. Oui. Zoua. Qui était venu plusieurs fois ici. Oui. Il y avait Zoua. Il y avait je crois au Bénin aussi. Gantine. Voilà. Gantine. Ouais, tout ça. Qui est mort il n'y a pas longtemps. Ah, il est mort. Oui. L'archevêque Gantine est mort il n'y a pas longtemps. Oui, c'est la même prêtre. Oui, il a fait longtemps, parce qu'on a fait plusieurs fois au Cameroun, le grand séminaire de Volier. Voilà, Volier. Et moi-même, il m'avait adopté à la mission. Faisais mes études à l'école régionale de Bambari, mais il était prêtre quand il avait été ordonné ici à Bangui. Il a servi un peu à la mission Saint-Paul de Bangui. Et ensuite, il était affecté à Grimari, dans la préfecture de la Ouaka, et finalement à Bambari. C'est là qu'il m'avait pris. Il voulait m'envoyer au petit séminaire d'Akono. Il voulait m'envoyer au petit séminaire d'Akono au Cameroun. Alors mon père a dit, Monseigneur Grandin, c'était le Monseigneur de l'époque, il dit, mais écoutez, quand je me bagarrais dans l'armée française à l'époque, dans la Première Guerre mondiale, au retour ici, j'avais perdu 24 enfants sur 26. Et il me restait seulement 2 filles. L'unique garçon de la famille, c'était moi. Après la mort de ses enfants. Mon père s'y était opposé. Il dit, je ne refuse pas que mon fils soit prêtre. Mais si vous voulez, vous l'amenez, formez-le. Quand il sera prêtre, permettez-lui de se marier. À l'époque, il pouvait oser dire ça. Mais après, le président Boganda est sorti des ordres. Voilà. Sur l'autorisation du Monseigneur Grandin, m'a permis de se présenter aux élections dont je venais de vous parler là. Les élections. Avec son ami Philbert Youlou, ils avaient eu à peu près le même parcours. Oui, mais Boganda avant lui. Oui, Boganda avant lui. Youlou c'est après. Et il y avait qui là? Oui, c'était. Et l'autre, le prêtre, le deuxième prêtre, c'est l'abbé, le Monseigneur Ngui, Joseph, qui vit. Il est à Saint-Paul, il a pris sa retraite, il est Monseigneur, il est là. Eh bien, celui-là était de ma promotion de l'époque. Faisait partie de ce gouvernement-là. Les autres, nombreux étaient les Oubanguiens qui avaient demandé de faire sortir tous les Français députés ici. Il y avait 7 députés sur 50 en 1957. Boganda a répondu bonnement ceci, qu'il fallait associer les Français désireux de continuer à travailler avec nous pour nous aider
à refaire ce pays-là, pour la reconstruction du pays. Boganda avait défendu la position de ces Français-là. 7 députés sur 50, que nous étions en 57. Et il a continué à défendre cette position jusqu'à sa mort. Et voilà donc Boganda. Et mais vous devenez ministre dans le premier gouvernement? Boganda s'était opposé à ce que la plupart des enseignants, il y avait moi d'abord, et Dako, et avait fait partie du conseil de gouvernement, parce qu'il était ici à Bangui. Boganda a dit que c'était suffisant, parce que tous les autres, il appelait ça, il nous appelait les ténors, devaient rester à l'Assemblée. À l'Assemblée? À l'Assemblée, pas de gouvernement. Donc vous êtes resté à l'Assemblée? Je suis resté à l'Assemblée. Il y avait le docteur Bartoumé Moussa, était resté à l'Assemblée. Tous les grands ténors à l'Assemblée. C'était, Boganda le voulait comme ça. Vous êtes député? J'étais, oui, conseiller, quoi, si vous voulez. Conseiller, oui. Député après l'indépendance. Et, comment dirais-je, il y avait un Français qui était ministre de l'administration du territoire. C'était Roger Guerriot, et qui fut également notre ambassadeur à Paris, dans les années 60-61. C'est-à-dire que Boganda avait ménagé la position des Français dans ce pays-là, dans le but de laisser nous aider à travailler, voilà, et à reconstruire le pays, et d'après lui. Et alors, il avait proclamé la République centrafricaine, pendant qu'il était aussi, lui, il était conseiller de la Lobaye. Il était conseiller de la Lobaye. On était élu sur sa liste. Mais il y avait 13 partis politiques à cette époque-là, ici. Boganda ne voulait pas de parti unique. Hein? Ah ouais. Boganda ne voulait pas de parti unique. Pas du tout. Et vous savez, c'est comme... c'est un peu dans le sens de cette belle phrase de Don Rodrigue. Là où il n'y a pas de péril, il n'y a pas de gloire. Triomphe sans gloire. Je crois que c'est un peu dans ce sens. Sans péril, triomphe sans gloire. C'est Don Rodrigue qui l'a dit. Hein, ça, c'est des souvenirs. Dans le site, très bien. Ce sont des souvenirs lointains encore là. Et voilà donc, Boganda, à cette époque, il y avait 13 partis politiques ici, dont le RDA, le Faux-Boigny. Mais la lutte était... Et qui était du RDA ici à l'époque? Du RDA, il y avait Antoine Darlan, voilà. Il y avait Georges Darlan, il y avait Darlan. Non, Pascal Darlan a été, comment dirais-je, adopté par la famille Darlan. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il vit là, lui, Pascal. Je crois qu'il doit vivre. Et alors, Pascal Darlan, non, Antoine Darlan, Georges Darlan, il y avait Maurice Dejean aussi, avec un certain nombre de conseillers, comme celui de Bambari. Ils n'étaient pas nombreux hein, au RDA. Mais la lutte était acharnée entre le RDA et le Messin de Boganda. Et 58, c'est ça. Donc, septembre, 58, décembre, le janvier, le 1er janvier, 59. Non, le 15 janvier 59, tous les présidents des partis, tous les hommes politiques, des partis majoritaires dans les pays de l'AEF, y compris le Cameroun, s'étaient réunis à Paris. Parce que tous ces pays, après les élections de 57, avaient une représentation commune à Paris, la rue des Bellefeuilles. La rue des Bellefeuilles, une représentation commune. Alors tous s'étaient retrouvés là-bas pour harmoniser, comment dirais-je, leur point de vue avant les indépendances. Alors en janvier, le 15 janvier 59, j'étais de la délégation, on s'est retrouvé à Paris pour cette conférence générale et préparer, comment dirais-je, les projets de constitution. Tout s'était fait dans un même esprit, c'est-à-dire de ne pas trop s'éloigner de la constitution française.
Donc ça veut dire que toutes les constitutions de ces pays-là étaient faites... étaient calquées. Et c'était à la rue de Bellefeuille. Donc, non, les idées étaient parties de là, il ne fallait pas trop s'éloigner des grandes lignes de la... C'est-à-dire qu'on retrouvait par exemple l'article 8 de la Constitution de l'Ubangi ou de la RCA, qui était peut-être l'article 7 du Moyen Congo, du Congo-Brazzaville. Ah là là, vous dites, ça c'est quelque chose qui est important à savoir, que toutes nos constitutions sont donc parties de cette réunion de la rue de Bellefeuille. Il fallait se déplacer. On se déplaçait sans arrêt. On allait là, on allait pas ici, etc. Je vais vous raconter ça. Vous verrez dans la plupart de ces constitutions le régime matrimonial. Il n'y a pas beaucoup de détails là-dedans. On parle de mariage, de ceci, de cela, sans plus de détails que les uns et les autres. On ne vous parlera pas de monogamie, de polygamie, absolument pas. Je n'ai pas encore lu en détail la nouvelle constitution au Cameroun, mais je sais qu'un peu partout. Mais au départ, c'était comme ça. On ne parlait pas de monogamie, ni de polygamie. Et j'avais eu l'idée, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, j'avais organisé ce que j'avais appelé à l'époque les missions parlementaires dans tout le pays, où les députés, avec un certain nombre de ministres résidents, parce qu'il y avait des ministres résidents par région. Alors on faisait des missions parlementaires 2 fois par an pour aller en province, dans les coins les plus reculés de notre pays, pour nous rendre compte effectivement des difficultés, qu'est-ce qui restait à faire, pourquoi il y a eu ça, et réaliser, comment dirais-je, les 5 verbes du Messan de Boganda. Qui était soigner, manger, bâtir, se loger, s'instruire. Ça c'est les 5 verbes du Messan. C'est très bien. Dans leur représentation commune de la rue des Bellefeuilles à Paris. Okay. Alors, maintenant, après ça, allons-y, l'histoire s'accélère. Le président Boganda va mourir, donnez-nous la date exacte. Le 16 février 59, oui. Boganda présente le texte de la première constitution centrafricaine, qui était votée le 16 février 59. À l'Assemblée territoriale. À l'Assemblée devenue Assemblée constituante pour la circonstance. Pour la circonstance. Et une fois la Constitution votée le 16 février 59, l'Assemblée constituante était devenue du fait Assemblée législative. C'est-à-dire, il faut commencer à légiférer, à faire les lois. En ce moment-là. Vous êtes dans cette Assemblée? J'étais membre de la commission qui a rédigé la première constitution centrafricaine. Alors, on continue. Et ensuite, ça c'était en février 59. Le mars, il y a eu les Jeux des tropiques ici, organisés à Bangui. Oui, les Jeux scolaires des tropiques. Moi, j'étais là. Ah, j'étais là, nous étions logés au lycée, au collège Émile Gentil. Émile Gentil, c'est ça. C'est comme ça que devenu lycée Boganda. Il y avait des Sénégalais, c'était d'ailleurs la première fois, parce qu'avant on faisait les Jeux d'AF et du Cameroun. En 57, c'était à Brazzaville. En 56, c'était à Pointe-Noire. En 58, c'était à Tchang au Cameroun. Et en 59, c'était donc ici à Mars. Voilà. Et je passe un dimanche, allez-y. Boganda avait clôturé les Jeux des tropiques. Il devait les clôturer le lundi. Non, voilà. Mais il y a eu du retard, parce que je ne sais pas pourquoi. Il a clôturé ça le 28 mars. Tous les ministres étaient présents, les conseillers, tout le monde. Il a ouvert les Jeux? Non, il a clôturé les Jeux le 28 mars. Le 29 mars au soir,
une grande réception devait avoir lieu en sa résidence, devenue aujourd'hui le musée Boganda. Vous avez visité le musée Boganda? Oui, oui. C'est la résidence officielle de Boganda à partir du 6 décembre 1958, quand il avait été élu premier président du premier gouvernement de la République. Le musée, c'était sa résidence officielle. Alors, une grande réception devait avoir lieu là pour recevoir, avant leur départ, les délégations venues pour les Jeux des Tropiques. Alors, Boganda avait déjà programmé toutes ces sorties-là pour expliquer le sens du drapeau centrafricain dans toutes les régions de l'Oubangui-Chari. Il avait commencé par Bangui, après Bangui, Mbaïki en Lobaï, après Mbaïki c'était Bambari, après Bambari c'était Bangassou, après Bangassou ça devait être Berberati, et ainsi de suite dans tous les chefs-lieux des préfectures. C'était le tour de Berberati. Donc ce programme, il l'avait fait depuis longtemps. Vous savez, l'hymne national centrafricain a été très bien et composé par Boganda lui-même. Les paroles sont de Boganda. Et la musique est de un de mes anciens professeurs de musique à Brazzaville. Vous savez, je vous la parole pour vous dire que je suis musicien. Ouais. Et c'est moi qui ai enseigné l'hymne national. Je vais en venir là. Et alors, la musique est de M. Pépère, oui, qui fut mon autre professeur de musique à l'école des cas supérieurs à Brazzaville à l'époque. Alors, on s'était entraîné, un grand musicien, non, organiste, vraiment tous. Alors, on s'était entraîné en sa résidence, là-bas, avec un groupe de conseillers et d'enseignants. Bon, on s'est entraîné longtemps. Il m'a chargé, m'a demandé d'aller enseigner l'hymne national à la garde républicaine. C'était la garde oubanguienne à l'époque. Alors, qui était dirigée par un musicien, un zaïrois naturalisé oubanguien. Il va donc le matin. Donc, je vais enseigner. Pendant 9 jours, j'avais fini de faire jouer l'hymne national à la garde. Le 29 au matin, il devait s'envoler pour Berberati par un vol Air France. Oui. Il y avait 2 compagnies aériennes qui assuraient les vols intérieurs en Oubangui-Chari. C'était l'UAT, Union Aéromaritime, voilà, des transports et Air France. Le matin, les musiciens étaient déjà regroupés par moi-même au petit aérodrome de Bangui, le tout premier, oui, là où, à côté de la maison de plantation entre-temps. Et on était arrivés là, les musiciens et moi, 5h30, nous étions déjà en place. Personne n'était là. À 6h, on va venir arriver au Boganda, tout seul dans sa voiture. Sa voiture de maire de Bangui. Une Beaulieu bleue. J'ai dit, Monsieur le Président, vous êtes venu un peu trop tôt, les autres. Il a dit, alors fais ton travail, hein, Michel. Boganda n'appelait jamais les gens par leur nom. Tout le monde parle les prénoms. Alors, je me suis mis à envoyer un peu partout, demander au ministre, voilà, le président est déjà là, tout ça. Les gens ont couru. Alors quand tout le monde était là, 6h30, je fais exécuter l'hymne national. Balafon Sarah, plus grave, pour accompagner l'hymne national. Voilà. Il m'a dit non, c'est pas un problème, mais après moi, il faut absolument, je dis après vous, une journée pour faire le travail. M. Benali, c'est pas ton problème. Bon, il prend l'avion. Non. Il attend que tout le monde arrive. Mais il regarde dans la foule, il ne voit pas quelqu'un. Je ne vous dirai pas son nom maintenant. Il demande, mais où est un tel? Il faut le dire. Non. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est pas le moment. Je sais qu'il y a Fayama, Duzima. Je veux le dire un peu plus tard. Je vais écrire à Boganda pour lui dire attention Boganda,
ne fais pas le voyage de Berberati. Parce qu'à Bambari, là où je suis, tous les RDA sont en train de fêter ta mort avec forte quantité de champagne. Ne fais pas le voyage de Berberati. Voilà. On amène la lettre au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui présente la lettre à Boganda. Il renvoie le ministre de l'Intérieur. Je ne veux rien savoir. Donc, maintenant... On m'amène la lettre. Ce jour-là, les gens ont dit, on connaît tes capacités musicales, tu vas réussir l'exécution de l'hymne. Boganda sera content et il va accepter de prendre la lettre et il ne partira pas sur le Berberati. Figurez-vous, je m'approche avec la lettre, monsieur le président, qu'est-ce que c'est? Je dis une lettre venue de notre ami Descamps. Je répète, il me dit, méfie-toi. Donc il prend l'avion. Là, il prend l'avion, Berberati. Il prend l'avion. Tout s'était bien déroulé. Et le soir, il devait être à Bangui avant 17h. Il devait arriver à 16h, 16h30. 16h, 16h30, on arrivait à Bangui pour la réception qu'il devait offrir aux délégués des Jeux tropiques. L'avion était là, était arrivé. Boganda arrive accompagné du préfet de Berberati. C'était encore un préfet français, il s'appelait Hubert. Alors le préfet Hubert, Boganda hésitait. Il vient là, il rentre sous l'avion. L'avion était déjà... Les passagers, les autres passagers avaient déjà embarqué. Ils se promènent sous l'avion, ils regardent. Le préfet dit, monsieur le président, si vous hésitez, voilà, il y a des tas de voitures. Vous pouvez partir par la route. Vous serez bien arrivé à Bangui avant 18h. Et alors, décidément... qu'il avait prévu tout prévu, je ne sais pas. Alors, le soir même, après avoir fait exécuter l'hymne national, là dont je viens de vous parler, alors tous les candidats étaient partis. Moi-même, j'avais conduit le camion où j'avais pris les candidats de la Lobaye, la préfecture de la Lobaye, Mbaïki, et la préfecture de Lombe-la-Poko. C'était la circonscription numéro 2. Bon, maintenant, Boganda meurt. On sait que Dako était membre du gouvernement à l'époque. Dako était ministre de l'Intérieur. Il a dit à Dako, avant son départ, toi tu restes. Parce qu'il y avait les élections. La campagne électorale, le ministre de l'Intérieur, toi tu restes. Et il avait formé un garde du corps. En Amérique, en France, en Israël, qui s'appelait Mouloubaï. Un gars très bien formé. Il dit, Mouloubaï, tu restes à côté du ministre de l'Intérieur, à côté de Dako. Pour ce travail là-bas, c'est difficile. Période électorale, il peut tout arriver. Surtout avec 13 partis. Tout ça. Et donc, Dako était resté ministre. Moi, j'étais, à ce moment-là, président de la 3e commission. Commission intérieure. En 59, après la mort de Boganda, il y avait des troubles. Un parti était créé par ceux qui avaient pensé que Boganda est mort avec le Messam. Donc, ils ont créé un parti, ils veulent imposer ce parti, mais qu'on appelait le MEDAC. Mouvement de l'évolution, je crois, de l'Afrique centrale. Quelque chose comme le MESAD. Okay. Donc, là, vous saurez la suite. Alors le MEDAC a fait, a failli faire obstruction. Comme j'étais le président de la commission intérieure, j'ai donc réuni tous les conseillers. Il y avait 4 candidats
pour les élections, et pour des primaires plutôt, parce que tous étaient médecins. L'Assemblée, après ça, d'accord, c'est très important ce que je vais vous dire. Après ces primaires-là, Dako était retenu et ensuite confirmé par l'Assemblée territoriale comme deuxième président du deuxième gouvernement centrafricain. Ça, c'était en mai 59. Ensuite, l'indépendance proclamée le 13 août 1960, l'Assemblée est d'office devenue Assemblée nationale. C'est-à-dire l'Assemblée territoriale constituante devient Assemblée nationale. Non, Assemblée législative. L'Assemblée législative devient Assemblée nationale. De fait, d'office. Hein. Et le président, par des amendements, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour refaire des élections législatives et présidentielles, tout ça, eh bien, il y a eu des amendements à la Constitution qui avaient proclamé le président du gouvernement, président de la République. Comme au Cameroun. Voilà. Et le président de l'Assemblée nationale a été élu parmi les députés. Oui. C'était vous. C'était moi. En quelle année? D'abord, il y avait les amendements du 17 novembre 1960. Et ensuite, non, j'étais déjà élu président de l'Assemblée nationale le 9 mai 1960. Oui. 9 mai 1960. Et confirmé par l'Assemblée nationale le 17 novembre 1960. Vous serez président de l'Assemblée nationale jusqu'à quand? Jusqu'au coup d'État de Bokassa, le 1er janvier 66. Le coup d'État de la Saint-Sylvestre. De la Saint-Sylvestre, voilà. Et depuis, vous n'avez plus fait partie d'un gouvernement. Voilà. Là, après cette veilleuse, cette mise en veilleuse, j'avais été, Bokassa arrive au pouvoir, et j'étais affecté à New York comme ambassadeur aux Nations Unies. Oui. J'étais là au Cameroun, c'était mon ami Michel Ginet. Oui, qui est mort. L'ancien premier. Il est mort? Il est mort, Michel Nzinenga anglais depuis. L'ancien vice-premier ministre d'Aïdjo, qui est devenu par la suite, oui, parce qu'en 67, il était ambassadeur aux Nations Unies à New York. Voilà. Il habitait d'ailleurs à New Rochelle. Avec moi? Vous habitiez New Moi, Rochelle? j'étais à 44 avenue, tout à côté, l'ambassade du Cameroun, moi, on était comme ça. Okay. On est toujours ensemble partout. Donc, alors, après avoir été ambassadeur à New York, 6 ans aux Nations Unies, oui. J'étais affecté, et j'étais en Égypte, oui. Au Caire, et avec juridiction sur l'Arabie Saoudite, le Liban, le Soudan et le Koweït. Et depuis, vous êtes rentré? De là, je suis rentré du Caire à Bangui, et en 1980, où j'avais pris la retraite, j'avais pris ma retraite au titre de l'enseignant, au titre de l'enseignement, pas la diplomatie. Je comprends. Parce que j'ai une prédilection pour l'enseignement, j'ai débuté par, c'est ma fonction. Donc vous avez pris votre retraite? Voilà, j'ai pris ma retraite depuis juillet 80, et je suis là de temps en temps, et élu président de la commission électorale mixte aux élections de 98, 99, 2000. Okay. La commission électorale mixte. Et de là, en 2001, on m'a fait à la présidence de la République comme ministre d'État. Et ensuite, je suis revenu chez moi. Il y a des tentatives, mais je suis là, calme, j'attends. Que vous n'ayez pas voulu me dire le nom, même en off, de la personne que Boganda avait demandé, voilà. Mais il n'est pas là. Non, ça c'est... Est-ce que cette personne vit encore? Non, 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 j'ai plus.
plus, vous savez, la dextérité et de règles dans ce pays où il faut continuer à porter un certain respect aux autres, tout ça là, mais surtout dans la continuité de la vie, quoi. Et je suis très très content que vous soyez venu vraiment me voir comme ça. Cela me rajeunit. Que je sois parti du Cameroun pour venir. Venir ici, dans cette, au sein de cette tanière, parce que... C'est pas grave. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. J'ai souvent dit aux gens, j'ai mal au genou. J'ai été opéré d'une arthrose grave à Paris en 2004. J'ai mal au genou, mais j'ai pas mal à la tête. C'est une bonne chose, heureusement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir et merci de nous avoir suivis. Nous espérons que comme nous, vous avez apprécié ce programme et que vous serez encore beaucoup plus nombreux à nous suivre dans les prochains. Bonsoir et merci car pour ce soir, la tribune de l'histoire, c'est terminé.